Alors, histoire de se rencontrer, c'est la 5e édition cette année, au Mas d'Asile toujours, et ça se déroulera entre le 16 et le 22 mars 2025 au cinéma du Mas d'Asile, dans la salle de multimédia au Mas d'Asile, 4 rue du Temple. Donc, cette année, il y a plusieurs thématiques. En apparence, on a l'impression de partir un petit peu dans tous les sens, dans plusieurs thématiques. Mais moi, personnellement, j'ai plutôt réfléchi à savoir quelles sont nos visions du monde, en fait. Dans quelle société on vit et comment on se comporte profondément, comment on regarde l'autre, quelle relation on a à l'autre, quelle relation on a aux objets aussi, à la nature, à l'espace. Et donc, bon, bien sûr, c'est tellement vaste, on n'en finit pas, mais j'ai essayé de resserrer. Donc, comme c'est toujours autour des crimes contre l'humanité, de la compréhension et de l'étude des crimes contre l'humanité, comment on y arrive, et parfois il y a des pensées ou des idéologies qui ne paraissent pas l'être, et des comportements qui induisent des comportements chez la population qui sont terriblement dangereuses. Alors c'est toujours pareil, c'est mon opinion, une opinion personnelle, mais je ne suis pas la seule. Il y a des historiens qui essayent d'être le plus objectif possible, mais qui ont travaillé sur des choses, des historiens, des chercheurs, des sociologues. Donc cette année, d'abord, on va commencer le dimanche 16 par le 8 mai 45, enfin les déportés en Ariège, parce qu'il y a 80 ans, c'était la libération de la France, la capitulation des nazis, et aussi la libération des déportés dans les camps. Donc en Ariège, il y a eu des déportés qui sont revenus ou qui ne sont jamais revenus, et donc on va avoir droit à des portraits, une exposition, des témoignages et un petit film. Mais ça, tout ça, Raymond Cubels, directeur au président du camp de concentration du Vernet, vous présentera ça tout à l'heure. Parallèlement à ça, il y a 25 ans, c'était aussi le 8 mai 45, un bien triste 8 mai 45, alors que en métropole, c'était un gai 8 mai 45, mais dans les colonies, et notamment en Algérie, c'était un bien triste 8 mai 45, parce que les Algériens qui s'étaient battus pour la France et qui avaient décidé qui étaient heureux d'avoir fait capituler le nazisme, espérer être indépendants et avoir leur indépendance et avoir leur propre pays et que les peuples puissent se gérer eux-mêmes et s'auto-gérer eux-mêmes. Et donc ils sont allés manifester, mais ça a été réprimandé, plus que réprimandé, parce qu'on compte des milliers et des milliers de morts. On ne sait pas encore le mort exact, il y a eu aussi des Européens, bien sûr, morts, mais ça a été sous les ordres de Gaulle, hein, à peine, c'était donc en mai 45, hein, il a donné des ordres pour que aucunement il n'y ait possibilité d'une moindre insurrection ou d'une moindre revendication, notamment de la part de tous ces tirailleurs qui sont allés se battre pour la France. Alors ensuite, donc comme je disais, on a l'impression que ça diverge un petit peu les thématiques. On va parler de la maison des éditions, avec la maison des éditions, les éditions du bout de la ville, du Mas d'Asile. Eux, ils ont une carte blanche, hein, tout comme les Ariégeois pour les 80 ans de la libération des camps. Une carte blanche, et ils vont parler du monde des éditions. Et à l'heure actuelle, il y a vraiment une bataille culturelle. Et les éditions souffrent d'une hégémonie et d'une inondation culturelle d'extrême droite, mais disons-le clair et net, et beaucoup d'éditions, beaucoup de livres édités ont des idées de l'extrême droite. D'extrême droite, je ne dis pas forcément extrême droite, mais des idées qui, à une certaine époque, étaient absolument consensuellement désignées comme dangereuses. À l'heure actuelle, non, elles sont encensées, vendues, éditées. Il y a une possession, une prise de possession des grands groupes et des grands milliardaires sur les médias en général et le monde de l'édition. Le monde de l'édition, c'est pas tout à fait les médias, mais c'est un intermédiaire. En tout cas, c'est les éditions, ben voilà, éditent des pensées. Et donc là, quelle vision du monde on a?
aussi. Ensuite, le mercredi 19, on va aborder le validisme. Voilà encore une façon de penser. Voilà encore une idéologie très précise. Il faut vivre sur Terre, ok, d'accord, mais alors il faut être performant. Il faut pouvoir travailler. Il faut pouvoir être efficace. Il faut pouvoir aussi être flexible, savoir rebondir. L'handicapé n'a pas de place. Mais c'est philosophique, très très philosophique tout ça. Donc c'est ce genre de petites choses que l'on tricote inconsciemment. Il va de soi, on ne croise pas des gens en fauteuil roulant partout. Moi je connais beaucoup d'handicapés qui ne sortent pas de chez eux. Ils sont presque assignés à résidence. Et ce n'est pas nommé comme tel. Ça va de soi. Presque. Donc pour moi, il faut changer ça. J'aimerais bien au moins qu'on y réfléchisse, à changer aussi nos propres comportements. Et pour des batailles collectives, bien sûr. C'est un petit peu réfléchir à ça. Donc le jeudi 20, on va parler du positivisme. Et qu'est-ce que c'est la pensée positive? Donc l'historien Gérard Néran, qui est un historien toulousain, lui s'est préoccupé de ça, a édité un livre il y a 2 ans sur la critique du positivisme. Et qu'est-ce que c'est? Et insidieusement, ça existe depuis plus d'1 siècle, hein, depuis oui, 1 siècle, et même presque en amont, d'après lui, historien, c'est depuis 1 siècle. Et il ne faut pas oublier, par exemple, qu'en 1938, donc à cette époque antisémite, anti-gauche, et bien en 1938, un livre qui s'appelait Le bonheur est en vous, qu'une dénommée Madame Auclair a écrit, et qui parle de la pensée positive et comment cette pensée, en se développant personnellement, en réfléchissant intérieurement où trouver le bonheur et comment le trouver, et nous guide quelque part, mine de rien, très insidieusement, à ne pas nous battre collectivement et à nous dépolitiser. Non, ça c'est pour les autres. La politique, nous avons à faire en nous des choses. Intérieurement, nous devons être en bien-être. Nous devons nous sentir heureux, nous devons nous sentir bien. Eh bien, tant pis, je n'écoute pas les histoires malheureuses des autres, je n'écoute pas les histoires des populations massacrées parce que cela m'atteint dans l'affect. Moi, je cherche mon bonheur. Le 21 mars, on va aborder l'eau. Alors voilà, on passe du coq à l'âne, hein, on a l'impression dans cette programmation, mais ça aussi, qu'est-ce que c'est l'eau? Voilà que l'on boursicote l'eau. Dans certains États aux USA, en Australie, voilà que bientôt il y a des gens qui attendent qu'on boursicote l'eau. D'une manière générale Wall Street, quoi, l'eau boursicotée. Donc il y avait une dénommée députée écologiste, je crois, qui s'appelait Madame Lepage, qui avait dit, elle était une Française, eurodéputée, qui avait dit si on commence à financiariser de cette façon l'eau, c'est la fin de l'humanité. Donc c'est un petit peu appuyé, histoire de se rencontrer cette année sur tout ça, se questionner. Régulièrement, je reviendrai à ces questions-là auprès des invités. Régulièrement, c'est aussi des portées philosophiques. Hein, prenons le luxe, hein, nous sommes dans des pays vraiment où on vit finalement encore très bien, même si le pire est à venir. Profitons de ce luxe où on peut avoir des espaces-temps pour tout ça. Le lendemain, le samedi 22 mars, dans la matinée, on va continuer un petit peu sur cette lancée écologique avec Laurent Petit. Ça sera un spectacle autour de l'énergie et l'état des lieux de l'énergie dans le monde. Donc là aussi, il y aura des discussions je pense être très intéressante, et M. Petrella, qui nous aura présenté l'avenir de l'eau comme bien commun aussi, voilà sa vision du monde, l'eau est un bien commun, nous devons nous organiser pour que ça soit un bien commun pour tous, et que tous nous puissions boire au quotidien, c'est aussi simple que ça. Donc le 22 mars après-midi, on passe au colonialisme. On passe au code de l'indigénat avec un spectacle de Nadège Devaux qui s'appelle « J'aurais dû m'appeler Aïcha ». Donc c'est tout un petit peu une... voilà, elle revient à son passé, elle voudrait comprendre, elle a grandi en Algérie, il y avait des attentats terroristes, elle arrive en France à Vaux-en-Velin, il y a des émeutes de toutes les cités, de tous les issus de la colonisation, donc ça a collapsé un petit peu dans son
imaginaire et elle a eu envie de revenir à son passé, de comprendre qu'est-ce que c'est que le colonialisme, tout simplement, qu'est-ce qu'a subi sa grand-mère. Et donc l'après-midi, on continue avec Olivier Lecourt-Grandmaison, hein, cet historien et ce politiste, philosophe en sciences politiques, etc., très, très connu et reconnu pour tout son engagement à l'indigénat à cette époque-là, mais aussi à l'époque actuelle, l'immigration et tout. Donc il va venir nous parler du code de l'indigénat, puis aussi qu'est-ce que c'est que le racisme d'État. On en parle beaucoup, à la différence de l'État raciste, et puis aussi les lois exceptionnelles qui ont apparu ces 20-30 dernières années, notamment les lois sur l'immigration qui sont de plus en plus... quand on dit lois exceptionnelles au niveau juridique, ce sont des lois qui sont hors le droit commun et qui s'inscrivent après dans le droit commun. Donc il y a aussi la loi contre le séparatisme. Il y a des choses comme ça à décortiquer un petit peu, comprendre qu'est-ce que c'est ces lois et pourquoi elles pourraient être dangereuses. Voilà. Voilà un petit peu, histoire de se rencontrer, 5e édition cette année. Il y aura un bar et restauration sur place. Vous pouvez retrouver tous les renseignements sur rencontre théâtrale du Carlabail, écrit tout en entier au singulier, je crois que c'est au pluriel, rencontre théâtrale.wordpress.com. Vous trouverez, histoire de se rencontrer, 5e édition, à mon avis, si vous tapez ça sur internet, vous retrouverez, et le programme s'affiche en ligne, après on peut le retrouver un petit peu partout dans les offices du tourisme, on distribue des tracts à droite à gauche. N'hésitez pas à m'appeler directement, 06 78 38 25 87. Oui, donc le 16 mars, au cinéma du Mas d'Asile, donc, il y aura la présentation de 2 expositions sur des personnes qui ont été déportées, notamment depuis le camp de concentration du Vernet d'Ariège, et puis aussi de la ville de Varilhes, où il y a eu beaucoup de personnes qui ont été déportées. Et ensuite, il y aura aussi une exposition parallèlement à ça, donc sur les massacres en Algérie le 8 mai 1945 à Sétif. Et ensuite, donc, les différentes associations mémorielles présentes ce jour-là. Donc, il y a l'association Mémoire-Histoire vivante à Aulus-les-Bains. Il y a l'association de l'AFMD des Amis pour la Fondation de la Mémoire de la Déportation. L'association Mémoire Résistance en Ariège Solidarité transfrontalière et l'amicale du camp de concentration du Vernet d'Ariège va présenter donc différents portraits et notamment en ce qui me concerne, donc, les portraits que j'ai choisi de présenter, ce sont des internés qui ont été déportés. Alors l'interné déporté qui est sur le programme en couverture, donc il s'appelle Sacha Shapiro, c'est un anarchiste russe qui a été déporté, qui a été interné au camp de concentration du Vernet d'Ariège, puis interné au camp de concentration de Noé en Haute-Garonne, puis interné au camp de concentration de Drancy en région parisienne, et déporté au camp de concentration d'Auschwitz le 19 août 1942. Et en fait, il a été assassiné le jour de son arrivée. Cet homme est le père d'Alexandre Grothendieck, donc le plus fameux, célèbre mathématicien du XXe siècle, qui est venu se réfugier en Ariège quand il a été rejeté par ses pairs, un mathématicien. Ça, c'est le premier portrait d'une personne donc, déportée à Auschwitz. Ensuite, il y aura la présentation de José Reya, un Espagnol, qui a été déporté par le dernier convoi qui est parti du camp de concentration du Vernet d'Ariège le 30 juillet 1944. Ensuite, 2 autres personnes qui ont été déportées vers des lieux de déportation qui ne sont pas très connus. D'abord, le camp de concentration de Djelfa en Algérie. Il s'agit d'un journaliste hongrois, Sándor Grünut dit Garay, qu'on appelle souvent Sándor Garay. Et lui, il a participé à une révolte dans le camp de concentration du Vernet d'Ariège le 26 février 1941. Et suite à cette révolte, donc, il a été déporté à Djelfa le 22 mars 1941.
Et ensuite, une autre déportation aussi vers un lieu tout à fait méconnu, ça concerne Carlos du Châtelier, un artiste peintre haïtien, dont nous avons plus de 650 dessins qu'on appelle des dessins concentrationaux originaires, faits dans le camp de concentration du Vernet d'Ariège. Et lui, il a été déporté sur le camp de concentration de l'île d'Origny, les îles anglo-normandes qui sont au large de Cherbourg, le 27 mai 1944. Et ensuite, comme le débarquement a eu lieu le 6 juin 1944, peu de temps après, les Allemands ont évacué les déportés qui se trouvaient dans ces camps de concentration. Et au cours de cette déportation qu'il vivait, il a réussi à s'évader pour rentrer chez lui à Paris, en fait. Voilà. Donc c'est l'histoire de ces déportations vers des lieux connus comme Dachau à Auschwitz et puis beaucoup moins connus comme Djelfa en Algérie et l'île d'Origny, qui étaient des terres anglaises. Et d'ailleurs, c'est des camps de concentration. Il y avait 4 camps de concentration sur ces îles qui étaient en territoire anglais. Et donc les Anglais, ça les a embêtés, ils ont mené des études parce qu'ils ne savaient pas combien de personnes étaient mortes pendant ces déportations. Les chiffres variaient. Et là, une étude a été diligentée qui a montré qu'il y avait eu 600 à 700 personnes qui sont mortes et enterrées sur ces îles anglo-normandes pendant cette période-là. Voilà donc la présentation de ces 4 parcours de vie qui sont particuliers, représentatifs de tout ce qu'ont pu vivre toutes ces personnes déportées, qui étaient évidemment des étrangers indésirables, un terme qui a été créé officiellement dans les documents en 1938 par le gouvernement de la Troisième République.